Monsieur le procureur spécial a quelque chose à dire. Vous me permettrez, Monsieur le Président, d'intervenir à l'effet de laver plusieurs choses que j'ai entendues ici et qui n'ont pas leur raison d'être. J'ai entendu plusieurs choses ici et c'est ce que j'ai dit à l'entame. J'ai dit de ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Et c'est sérieux, hein? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est important. Lorsque la défense vous dit que moi j'ai taxé, j'ai qualifié M. Amadou Damaro Camara de coupable de dilapidation, je n'ai pas dit ça. Moi je sais devant qui développer ça. Hein? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'ils ont dilapidé. Je n'ai pas prononcé le terme coupable ici. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et on me dit qu'on ne devait pas toucher le fond, que c'est moi qui suis allé au fond. Nous savons ce que nous faisons. Nous savons très bien que ce dossier, le fond, se trouve devant la chambre de jugement. Nous l'avons dit ici. Nous sommes ici parce qu'une liberté a été ordonnée de façon erronée. C'est tout. Monsieur le Président, honorable assesseur, ils sont en train de développer des arguments fallacieux. Ils sont en train de vous relever les dispositions de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, selon lesquelles les personnes poursuivies pour les mêmes faits doivent être jugées selon les mêmes règles. À mon sens, Monsieur le Président, et pour appuyer cela, ils sont en train de vous dire que non, M. Amadou Damaro Camara a été poursuivi avec 3 autres. C'est lui qui est en détention, les autres ne sont pas en détention. Et que sur la base de cela, des personnes poursuivies pour les mêmes faits n'ont pas été traitées ou jugées en fonction des mêmes règles. Monsieur le Président, c'est une mauvaise interprétation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale. Cet article préliminaire, c'est d'ailleurs le résumé de notre procédure pénale. Mais il faudrait bien le comprendre, c'est pour des personnes douées d'intelligence. Lorsque le législateur vous dit les personnes poursuivies pour les mêmes faits doivent être jugées selon les mêmes règles, mais ça veut dire quoi? Lorsque 2 ou plusieurs personnes sont poursuivies pour les mêmes faits, les dispositions contenues dans ce code de procédure pénale doivent leur être appliquées. Ça veut dire quoi? Qu'on ne doit pas prendre une personne, lui appliquer les règles contenues dans le code de procédure pénale, et l'autre, son co-inculpé, on lui applique les règles d'un autre code. C'est ce que ça veut dire. Mais lorsque 2 ou plusieurs personnes comparaissent devant un juge d'instruction, et le juge, après examen du procès verbal qui lui a été soumis pour examen, après lecture et analyse de ce procès verbal, estime que ces personnes n'ont pas les mêmes degrés d'implication, que ces personnes ne résument pas en leur sein les mêmes degrés d'indice, il revient au juge de placer un tel en détention, de laisser un tel en liberté et de placer un tel sous contrôle judiciaire. Cela, c'est l'appréciation souveraine du juge. Ils sont en train de faire une mauvaise interprétation des règles préliminaires du Code de procédure pénale. Ce n'est pas ce que ça veut dire. On peut dénier au juge, un juge d'instruction surtout, la faculté d'analyser les faits et les indices liés aux personnes qui sont présentées à lui. On peut lui dénier ce droit. Vous n'avez jamais vu cela? 10 personnes, 15 personnes comparant devant un juge d'instruction. Et le juge place 2 ou 3 personnes en détention, place 3 ou 4 personnes sous contrôle judiciaire et laisse le reste en liberté. Vous n'avez pas vu cela?
ou bien les personnes comparaître devant un tribunal, que 3 soient condamnés, 2 soient relaxés, ou bien selon vous, lorsque 5 personnes comparaissent pour les cas de vol, ces 5 personnes, s'il y a condamnation, doivent toutes être condamnées? Ce n'est pas cela que le législateur a voulu dire. Il faut relire l'article, mais faites une lecture intelligente. Vous comprendrez le sens. Monsieur le Président, honorable assesseur, quand je dis bien qu'il y a des difficultés de compréhension du français de l'autre côté, c'est évident. C'est évident parce que si cela n'était pas, on n'allait pas vous lasser à la figure les dispositions de l'article 587 du Code de procédure pénale. Non. On vous dit de déclarer mon appel irrecevable, motif pris du fait que je n'ai pas joint à mon appel la requête pour le soutenir et que pour ce motif, il faut que mon appel soit déclaré irrecevable. Quelle hérésie! C'est de la cécité juridique ça, Monsieur le Président. Qu'est-ce que le législateur a dit dans les dispositions pertinentes de l'article 587 que eux-mêmes ils ont cité? Une requête contenant les moyens d'appel peut être remise dans les délais prévus par la déclaration d'appel au greffe de la juridiction. Elle est signée de l'appelant ou d'un avocat inscrit au barreau. Peut-être que cette lecture rapide peut leur sauter aux yeux. Mais je reprends. Une requête contenant les moyens d'appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration d'appel au greffe de la juridiction. Elle est signée de l'appelant ou d'un avocat inscrit au barreau. Monsieur le Président, vous n'avez pas besoin d'un lexique juridique. Vous n'avez pas besoin même d'un dictionnaire ordinaire pour comprendre ce que le législateur a voulu dire dans cette disposition. Lorsque le législateur le plus intelligent de tous, parce qu'il est prévoyant, lorsqu'il prévoit le verbe pouvoir, en instituant une possibilité, pas une obligation. En légistique, de passage, la légistique, c'est cette science qui permet de légiférer, qui permet d'écrire les textes de loi. En légistique, ce sont des subtilités. La possibilité ou l'obligation, et le législateur est péremptoire là-dessus. Lorsque quelque chose est obligatoire, le législateur utilise le vocable doit. Lorsque c'est une possibilité, donc aléatoire, le législateur vous dit peut. S'il dit peut, ça peut ne pas. C'est la compréhension basique. Et donc, on ne peut pas, Monsieur le Président, vous dire de déclarer notre appel irrecevable, motif pris du pied des dispositions de l'article 587 du Code de procédure pénale. Et pour le lire, ils étaient déjà partis à l'article 593 qui dit que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant, ainsi qu'il est dit à l'article 599. Pour eux, si je n'ai pas fait de requête pour joindre à mon acte d'appel, l'appel qui vous est dévolu en tant que juridiction supérieure, vous devez déclarer mon appel irrecevable. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est même pas une lecture erronée, c'est une mauvaise compréhension du français qui est parlé dans cette disposition. Le verbe pouvoir, il est conjugué au présent de l'indicatif, à la troisième personne du singulier. Pouvoir, il peut. Il peut. Ça veut dire, il peut ne pas. Ce n'est pas une obligation. Nous ne l'avons pas fait parce que nous estimons que devant la chambre des appels que vous présidez, Monsieur le Président, justement, nous développerons de façon et en termes clairs
les motifs de notre appel. Et ça, la loi ne l'interdit pas. Monsieur le Président, honorable assesseur, ils ont touché l'affaire au fond. Je ne suis pas pressé pour ça. Je ne suis pas pressé pour ça. Cette affaire de passage, s'il y a une affaire qui est venue à la CRIEF et qui devait normalement être prise en flagrant délit, c'est bien cette affaire. Les choses étaient claires dedans. Très claires. On devait prendre ça en flagrant délit. Mais vous savez, à mon parquet, les décisions, on les prend de façon collégiale. C'est une équipe qui travaille. Sinon, ils sont en train de vous dire qu'il y a 9 milliards qui ont été utilisés sur les 15 milliards. D'abord, il y a un qui a dit que c'est ici que lui, il a su que ces 15 milliards qui ont été reprochés à son client. Je le lui concède parce que je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, je le lui concède. Mais depuis le départ, votre client sait, depuis le juge d'instruction ou devant la chambre de l'instruction, que c'est un montant de 15 milliards qui ont été compromis. Et on vous dit non, il y a 9 milliards qui ont été utilisés et une somme de 6 milliards se trouvait dans les comptes. Ils savent tellement faire les calculs. Parce que 6 plus 9, arithmétiquement, ça donne 15. C'est ce qu'ils tentent de justifier, Monsieur le Président, honorable assesseur. Sauf que le débat ne se trouve pas là. Il est loin de là. Moi, je ne discute pas de cela ici. On reviendra devant la chambre de jugement qui est habilitée à recevoir tout ça. Je suis pressé qu'on revienne là, sur la foi de mon serment. Je suis pressé qu'on revienne là. Dans cette affaire, la vérité se trouve dans les détails. Ce n'est pas dans ce que vous mijotez devant les gens comme ça. Je voudrais simplement relever à leur intention, et ça, leur client le sait, que sur les 6 milliards dont ils sont en train de faire cas, je voudrais que vous bouchiez les oreilles parce que vous ne pouvez pas entendre cela, Monsieur le Président, honorable assesseur. Il y a eu un dépôt entre-temps de 4 milliards qui soit différent même des premiers 15 milliards et leur utilisation qui ont été faites. S'il vous plaît, bouchez vos oreilles parce que vous ne devez pas entendre cela. Alors, on revient à l'article 288, alinéa 2 du Code de procédure pénale. Ils disent que en son alinéa 2, l'article 288, alinéa 2, ils vous ont épargné de la lecture de l'alinéa premier. Je voudrais, avec votre permission, Monsieur le Président, honorable assesseur, revenir sur les dispositions de l'article 288, alinéa 2, pour vous aider ou pour les aider à comprendre ce qui a été dit là. Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à la comparution devant la juridiction de jugement. Je n'ai pas dit le contraire. J'ai soutenu ici que le mandat décerné par les juges on court jusqu'à la comparution de l'inculpé devant la chambre de jugement. Je n'ai jamais dit que ce mandat doit continuer jusqu'à la fin de la procédure. Je n'ai jamais dit ça. J'ai simplement relevé que la demande de liberté qui a été soumise à l'examen de la chambre de jugement, dans l'examen de cette demande, les magistrats composant la chambre de jugement ont méconnu les raisons pour lesquelles le juge a ordonné le maintien en détention de M. Amadou Damarou Camara. Et cela, le juge suprême de la Cour suprême l'a confirmé pour dire que M. Amadou Damarou Camara doit continuer de rester en prison en attendant la suite de la procédure. C'est ce que j'ai dit. Moi, je sais lire entre les lignes des articles. Je n'ai jamais dit que ce mandat doit continuer jusqu'à la fin de la procédure. Je sais que lorsque un renvoi a été ordonné devant la chambre de jugement ou devant un tribunal correctionnel, l'affaire est dévolue à cette formation et toutes les demandes sont soumises à cette juridiction, à cette formation. Et elles sont discutées là.
C'est pourquoi, lorsque la demande de liberté a été soumise à l'examen de la chambre de jugement, nous sommes venus apporter nos arguments. Malheureusement, la chambre de jugement ne nous a pas suivis parce qu'elle était dans une analyse erronée des dispositions et des circonstances qui entourent cette procédure. Ils disent que nous n'avons apporté aucun témoignage dans cette procédure. Aucun témoin n'a été entendu. Est-ce que c'est automatique que les témoins viennent dans une affaire correctionnelle? C'est automatique. Moi, je vous ai dit que je n'ai pas besoin de témoins dans cette affaire. Sur l'honneur. Je n'en ai pas besoin. Les actes parlent plus haut que les témoins. Et les déclarations même de votre client parlent plus haut que les témoins. Parce qu'il a transformé les comptes de l'Assemblée nationale comme étant sa poche. Ça parle, c'est éloquent. Je n'ai pas besoin de témoins. C'est un cadre, de surcroît, un président d'institution qui parle comme ça. C'est très grave. Monsieur le Président, honorable assesseur, nous avons relevé le fait que l'ordre public a été sérieusement troublé. Je ne voudrais pas revenir là-dessus. Parce que l'argent dont il s'agit n'est pas la propriété d'un seul individu, c'est la propriété du peuple de Guinée. Et qui devait servir à la construction d'un siège digne de ce nom pour notre Assemblée nationale, pour que nous cessions d'envier les autres pays quant aux infrastructures qui abritent leurs institutions. Il s'agit de cela. Nous avons donc estimé, Monsieur le Président, pour ne pas être long, que la liberté qui a été ordonnée n'avait pas sa raison d'être. Ils sont allés jusqu'à dire que leur client est malade. Il a produit au débat tous les documents liés à sa maladie. Je voudrais que vous arbitriez cela en les mettant au défi de prouver à la Cour que lorsqu'un individu est malade, il doit être mis en liberté. Que cela ressort de notre code de procédure pénale. Je voudrais les mettre au défi de nous le montrer. Vous montrez une seule disposition qui dit que la maladie est une cause de liberté sur l'honneur j'abdique. Montrez-nous. Une seule disposition du code de procédure pénale qui vous dit que lorsqu'un individu est malade, détenu, il doit être mis en liberté. La maladie est-elle une cause de liberté? Poursuivez, parcourez le code de procédure pénale. Montrez cette disposition. Sur la foi de mon serment, j'abdique moi. Quand quelqu'un est malade, il faut l'envoyer à l'hôpital. C'est ce que nous avons fait. Monsieur Amadou Damaro, il peut vous le témoigner. Il est dans un établissement hospitalier depuis longtemps. C'est ce qu'on peut faire quand on dit qu'un individu est malade, détenu. Tant que les circonstances liées à sa liberté n'apparaissent pas clairement, il doit être à l'hôpital. La maladie, ce n'est pas une cause de liberté. Monsieur le Président, honorable assesseur, je suis resté sur ma faim quant à leur réplique. Aucun de mes arguments n'a été combattu. Aucun. Nous sommes ici pour des questions d'avant-dire droit qui devaient dans les conditions normales être d'ailleurs faites de façon à un débat succinct. Telle est d'ailleurs la position de la jurisprudence. Quand il y a appel d'une décision avant dire droit, les débats doivent être succincts. Mais quand ils s'élargissent là-dessus, on est obligé de nous élargir aussi. C'est pourquoi, Monsieur le Président, honorable assesseur, nous vous prions et nous suggérons humblement de prendre en compte nos premières réquisitions liées à nos motifs d'appel
en infirmant purement et simplement la décision qui a été déférée. Et ce sera justice. J'en ai terminé. Je vous remercie.